bilan, Sébastien et Daniel, au Québec. 139 cas maintenant au Québec. Donc, on passe de 124 à 139. C'est une augmentation quand même que je vais qualifier de modérée. Alors, est-ce qu'on va dire n'en profitez pas pour penser que c'est terminé, il faut continuer les efforts? Évidemment que oui, mais voilà, c'est une augmentation. Si on compare avec l'augmentation ontarienne, en tout cas, c'est une augmentation qui est plus modérée. Puis on vous donnera tout ça, mesdames et messieurs, par région au Québec. Le nombre de cas, c'est à Montréal où il y en a le plus, avec 31, suivi de l'Estrie avec 26, et Capitale-Nationale 10, et Montérégie 21, et il y en a 18 où on ne sait pas où ils sont. Donc voilà, 139 cas confirmés au Québec. Je laisse la parole au premier ministre du Québec, François Legault. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Le bilan pour la journée d'hier, 139 cas de personnes infectées, donc 18 de plus que la journée précédente. 10 personnes hospitalisées, donc 3 personnes de plus que la journée précédente. Toujours un seul décès, donc pas d'augmentation. On a actuellement 2400 personnes qui attendent un résultat de test. Ça devrait arriver rapidement. On a jusqu'à présent 7700 résultats négatifs qui ont été obtenus et le nombre de tests augmente de façon très importante. Actuellement, on a une capacité plus grande que ce qui est demandé à notre réseau. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on ajoute des numéros de téléphone. Donc, le numéro général reste le 1-877-644-4545. Mais maintenant, ça va être possible en composant le code régional de votre région. Par exemple, à Québec, 418-644-4545. À Montréal, 514-644-4545, etc., là, pour les autres régions. Je veux vous dire que pour l'instant, quand on regarde le réseau de la santé, la situation est toujours sous contrôle. On a libéré 4000 lits qui sont disponibles, donc en reportant des chirurgies électives. Je veux vous dire aussi qu'on a assez d'équipements à court terme, mais on travaille quand même sur des scénarios plus pessimistes pour être prêt au cas où. On parle déjà, on a commencé à parler avec des entreprises, si c'est nécessaire, pour construire des respirateurs, pour fabriquer des masques, pour fabriquer tous les équipements qui pourraient être essentiels s'il y avait une situation qui devenait beaucoup plus critique. La direction de la santé publique m'assure que toutes les mesures qu'on met en place, ça donne des résultats, ça aide à reporter la contagion de beaucoup de personnes. Je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant des consignes, mais on va compter de 6 heures ce soir. On a demandé à Dominique Michel puis Bernard de Rome d'enregistrer des messages qui vont être transmis au téléphone aux personnes de 70 ans et plus pour répéter les consignes, trouver aussi une façon de rassurer autant que possible la population. Évidemment, la consigne qui est la plus importante, c'est si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, vous restez à la maison, vous vous isolez, vous vous assurez de ne pas voir d'autres personnes. Donc, il faut vraiment qu'on ne lâche pas. Il va y avoir encore des semaines qui vont être difficiles, donc il faut que les personnes continuent de suivre les consignes. Aujourd'hui, je vais vous parler des chantiers de construction. Actuellement, bon, vous le voyez dans l'économie, il y a beaucoup d'emplois qui sont perdus. Le secteur privé, en particulier, là, a des difficultés, donc est obligé
de mettre à pied des employés. On essaie, comme on l'a expliqué hier, de mettre en place des mesures pour aider le plus d'entreprises possible. Mais le gouvernement va annoncer dans les prochains jours des projets d'infrastructure qui vont être devancés. Donc, évidemment, là, je peux même vous dire qu'en éducation, en santé, dans les routes, le transport en commun, il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui, de toute façon, vont devoir être faits. Donc, on veut devancer ces travaux-là, puis venir remplacer les projets de construction annulés dans le secteur privé, donc par des projets qui viennent du secteur public. C'est important de le dire, la construction au Québec, c'est 260 000 emplois. Et s'il y a un secteur économique qui peut continuer de fonctionner malgré la crise, parce qu'on va demander, on va avoir donc des projets publics qui vont pouvoir être réalisés par ces 260 000 personnes, bien, il faut s'assurer que les conditions, les précautions soient prises par les entreprises. Donc, je veux aujourd'hui m'adresser à tous les employeurs, à tous les propriétaires de compagnies de construction. C'est très important, si on veut protéger cette base économique du secteur de la construction, d'offrir aux employés toutes les précautions nécessaires. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que les travailleurs, travailleuses de la construction aient accès à un endroit avec de l'eau et du savon pour se laver les mains régulièrement. Il faut, je pense entre autres aux chantiers qui sont extérieurs, avoir plus de roulottes pour, lorsqu'il vient le temps du repas, bien, qu'on puisse respecter les consignes concernant la distance entre les différentes personnes. Donc ça, c'est important de le faire. Avec Jean Boulet, on est en train de le répéter. Et évidemment, si un travailleur, travailleuse de la construction est malade, bien, il reste chez eux, point final. Donc, c'est important de protéger nos travailleurs de la construction. On va avoir besoin d'eux autres. C'est une partie critique de l'économie du Québec qui va pouvoir continuer de fonctionner si on prend les bonnes mesures. Donc, on doit les protéger. Je veux aussi dire un mot sur les médias. D'abord, évidemment, vous dire merci, c'est important, l'information, les consignes que vous transmettez, les fausses rumeurs aussi que vous niez. Je sais que les médias actuellement, c'est difficile financièrement. Évidemment, les revenus publicitaires sont en baisse, étant donné qu'il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Pas le temps de vendre des autos, c'est pas le temps d'annoncer qu'il y a des entreprises qui veulent vendre des autos. Donc, on est en train de regarder ce qu'on peut faire financièrement parce que c'est vraiment un secteur qui est critique pour les prochaines semaines, les prochains mois. Il faut continuer. On a besoin de vous autres pour informer la population. C'est un service essentiel. Puis j'en profite parce que vous travaillez, vous autres aussi, dans des conditions qui sont difficiles là, pour vous remercier tout le monde. Peut-être un mot sur l'Auto-Québec. Il y avait une question hier. On veut évidemment pas que les personnes aillent au dépanneur seulement pour acheter un billet de l'Auto-Québec. Donc, on a demandé à l'Auto-Québec de revoir ses règles. Ça va se faire probablement rapidement pour que, oui, ils peuvent continuer à faire des ventes en ligne. On ne veut pas inciter des personnes à sortir puis prendre des risques seulement pour aller chercher un billet de l'auto. Donc, je termine en répétant que chaque geste qu'on prend pour limiter les contacts physiques, ça limite la contagion et ça va sauver des vies. Donc, je veux encore une fois remercier tout le monde. J'en profite aussi pour remercier Dodo et Bernard Derome qui ont accepté rapidement de nous aider à communiquer avec la population. C'est important de respecter les consignes. Si on le fait, bien, on va ensemble réussir à passer au travers. Merci. Peut-être un mot. I want to say a few words. Dire quelques mots en anglais pour nos concitoyens québécois de langue anglaise. La situation reste sous contrôle. La direction de la santé publique nous dit que
Nos efforts donnent des résultats. Chaque geste que nous faisons pour limiter les contacts physiques vont sauver des vies. Si vous vous sentez malade, restez à la maison. Notre système de santé est prêt et nous travaillons à nous procurer davantage d'équipements pour le cas où ce serait nécessaire. Nous voulons continuer nos efforts et nous allons passer à travers tout ça ensemble. La période des questions, d'abord en français, avec une question. Geneviève Lajoie, Journal de Québec. Bonjour. Vous avez des consignes à l'endroit des Québécois tous les jours. Vous avez décidé de fermer le Parlement jusqu'au 21 avril. Les parents et les enseignants du Québec aimeraient savoir si le scénario d'un retour en classe le 30 mars est toujours sur la table. Bon. On est en train de regarder, effectivement, on peut dire, il y a comme deux secteurs, là. Il y a le primaire, secondaire, puis il y a les cégeps et les universités. Je pense que les cégeps et les universités, on va réussir à faire des cours à distance pour être capable de compléter l'année scolaire d'ici l'été. Concernant les écoles, on regarde différents scénarios. C'est peu probable qu'il y ait un retour fin mars. On est en train de regarder si on peut essayer de viser le début du mois de mai, mais ce sont différents scénarios qui sont examinés. D'enseigner en ligne à des enfants plus jeunes, ça semble très difficile. Je pense entre autres à tous les enfants qui ont des difficultés. Donc, on regarde différents scénarios. On devrait être en mesure, au cours des prochains jours, là, de donner une indication là, plus claire. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez souligné tout à l'heure que vous aviez une capacité d'effectuer des tests diagnostiques qui est supérieure à la demande en ce moment. Or, il semble que le problème, ce ne soit pas nécessairement d'obtenir les résultats autant que d'avoir un rendez-vous pour faire le test. Est-ce que le problème, donc, n'est pas tant au niveau de la capacité des laboratoires d'analyser les tests plutôt que d'avoir le personnel pour faire les prélèvements nécessaires ou les infrastructures, parce qu'il semble qu'il y ait des délais importants? OK. Il y a trois choses, là. Il y a la ligne 811, là, où on est transféré quand on a besoin d'un test. Donc, ça, il y a encore du travail à faire, mais on a ajouté beaucoup de personnes, puis on continue de le faire. Ça, c'est la première étape. Je pense hier, là, on a eu, par exemple, comme 2400 personnes là, qui devaient avoir un test, puis qui ont pu les avoir, puis il y a une capacité de 6000. Là. Donc, autant au niveau du prélèvement que de l'analyse, il y a une capacité de 6000 par jour. Là. Donc, là, peut-être que la contrainte la plus grande, c'est plus le tri qui se fait au 811. Là, puis, ça s'améliore beaucoup. On a diminué d'1 heure le temps d'attente. Hier, on avait ajouté 50 infirmières. On a fait 2000 appels de plus. Aujourd'hui, on ajoute 150 infirmières. Alors, c'est sûr que ça va beaucoup s'améliorer. Hier, on a référé 3000 personnes là, pour avoir des prélèvements, du dépistage. On a une capacité à ce moment-ci de dépistage, mais on va l'augmenter là, prochainement au niveau des cliniques de dépistage. Et effectivement, nos laboratoires, on est à 6 000 au niveau des analyses, mais on a une capacité de 13 500 avec tous les laboratoires qu'on a. Alors, au niveau des prélèvements aussi, c'était votre question, on va améliorer le volume à court terme. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous. Une question délicate, mais j'ai besoin d'une réponse franche. On a des informations à l'effet qu'il y a 2 médecins d'urgence de l'hôpital de Granby qui sont atteints, retirés, en contact avec des gens. Est-ce que c'est le cas et est-ce que vous craignez un bris de service dans cette région-là? Bien, écoutez, si vous me permettez, encore pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais il y a des professionnels de la santé, effectivement, qui ont été atteints, mais on ne prévoit pas de bris de service actuellement parce qu'on a des plans de contingence dans le cas de ces situations-là. Peut-être, donc dans les faits actuellement, là, on n'a aucun signal de bris de service. Et on peut prendre des gens de l'extérieur. Il y a maintenant beaucoup de médecins spécialistes ou autres qui, en fonction de l'annulation des chirurgies électives ou des choses électives, vont pouvoir être mis à disposition. Mais chacune des situations est analysée, enquêtée, puis bien entendu, notre priorité, premièrement, c'est la santé des travailleurs et des patients comme tels, puis d'offrir de maintien des services comme tels. Moi, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous parler du réseau.
et parler aussi au personnel. Moi, aujourd'hui, là, je tiens à les remercier, d'abord et avant tout, l'ensemble du personnel, les infirmiers, les médecins, les préposés, les auxiliaires, les infirmières auxiliaires, les organismes communautaires aussi, hein, qui travaillent beaucoup en lien avec notre réseau. Hein, on sait, les banques alimentaires, les centres de crise, les centres d'hébergement, c'est essentiel. Alors moi, je veux remercier tout ce monde-là qui est à l'œuvre actuellement. Je veux vous dire qu'on a reçu non seulement 10 000 CV, on a reçu 17 000 CV dans le réseau de gens qui veulent s'investir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on n'est pas en bris de service. Parce que les gens sont au rendez-vous, mais parce qu'on réorganise aussi le réseau. Alors, on déleste des activités électives. On a libéré déjà 4 000 lits. Il y a effectivement du personnel là, qui n'a pas le même secteur d'activité et qui peut venir en renfort par rapport aux nouvelles activités là, qu'on fait au niveau du COVID-19. Et je veux rassurer vraiment le personnel qu'on prend toutes les mesures nécessaires. On a des instructions qu'ils connaissent et qu'on vraiment, on répète. C'est sur le site Web du ministère, c'est au bureau de santé, c'est dans les équipes. Notre personnel, là, comme dit le premier ministre, ce sont nos anges gardiens. C'est la prunelle de nos yeux. Alors, on va avoir l'équipement nécessaire pour les protéger. C'est clair, il y a des trajectoires qui ont été revues pour justement dégager de l'équipement de protection. Les instructions sont claires. On va leur fournir ce dont ils ont besoin, surtout, évidemment, dans les secteurs critiques, mais partout où c'est requis. Alors, moi, je veux les remercier aujourd'hui de l'effort considérable qu'ils font et leur dire qu'on est derrière eux. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, cette semaine, vous avez ajouté beaucoup de services de prélèvement à l'auto. Mais comment ça fonctionne pour les personnes qui ne peuvent pas aller se faire tester en voiture et qui doivent prendre, est-ce qu'elles doivent prendre le transport en commun? Si ces personnes-là prennent un taxi, est-ce qu'elles ont l'obligation de divulguer qu'elles vont passer un test au chauffeur de taxi? Puis, est-ce que vous envisagez éventuellement d'établir un système pour aller chercher certaines personnes chez elles pour les tester? Bien, écoutez, ce que vous soulevez, là, c'est important. Ça c'est pas venu à mes oreilles, mais s'il y a des difficultés, on va y voir, effectivement, parce qu'on sait à quel point c'est très, très important qu'on teste le plus grand nombre possible de personnes, justement, pour diminuer la courbe, hein, ce dont on parle, là, puis qu'on ait l'information. Mais je laisserai peut-être à Dr. Arruda la question là, du taxi. S'il y a des gens qui ont besoin de moyens de transport, je le prends en note et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les rejoindre. Il faut comprendre aussi, j'aimerais ça, de façon générale, maintenir un message important. Toutes les mesures qui ont été ordonnées et recommandées, là, il faut les appliquer. Ça, je trouve ça important parce que les gens focalisent beaucoup sur le test, les masques, etc. Là, je vous le dis, là, si vous voulez vous protéger, c'est ça. On a dit qu'on suivait la situation de jour en jour. Là, on est à la suivre d'heure en heure. Puis en fonction de où on va être rendu au point de vue épidémiologique, on va tester en priorité certaines personnes. Prenons par exemple, quand on était dans une situation où il n'y avait aucune circulation ici, il fallait tester les gens qui avaient des voyageurs et des symptômes. Si vous êtes asymptomatique, il ne faut pas se présenter pour avoir le test. Et à mesure que l'évolution va venir, on va cesser de faire certains tests parce que c'est plus nécessaire, mais on va aller vers une autre catégorie. Comme actuellement, on va se mettre à tester les patients qui sont hospitalisés, même s'ils ne sont pas revenus de voyage, aux soins intensifs, pour voir, parce qu'il aurait pu l'attraper de quelqu'un qui n'est pas revenu de voyage, puis on va le savoir. On va commencer à tester, on teste les professionnels de la santé qui sont symptomatiques, qui ont des symptômes, elles ne sont pas symptomatiques, pour s'assurer qu'ils ne sont pas malades puis qu'ils ne vont pas transmettre la maladie d'un centre hospitalier. Donc, les priorités de testage sont analysées avec nos experts en fonction d'où on est rendu. Fait qu'il va y avoir des variations. Vous vous souvenez, j'avais dit, demandez-moi pas ce que j'ai dit hier par rapport à aujourd'hui, c'est un phénomène très dynamique. Et ces choix-là sont faits en fonction de l'utilité pour traiter les patients puis pour connaître ce qui est en train de se passer dans la population. C'est clair qu'avec une augmentation du nombre de tests, on va détecter plus de cas. Ça ne veut pas dire qu'on détecte plus de cas puis qu'ils n'étaient pas... Puis ça veut dire qu'une grande augmentation subite, c'est qu'ils étaient peut-être là, pas encore détectés. Mais jusqu'à maintenant, la situation est sous contrôle, mais on la suit de très près.
Mais ce que les patients, ce que les gens peuvent faire pour nous aider le plus, c'est de respecter les consignes. Comme disait le premier ministre, si vous avez des symptômes, restez à la maison. C'est encore des gens qui se rassemblent, pas à l'extérieur, mais dans des maisons pour faire des soupers. C'est comme ça que s'est transmis beaucoup la maladie en Chine. Écoutez ces consignes-là, puis nous, on va ajuster les questions des tests en fonction des différentes populations, puis on va essayer de les communiquer clairement. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. Dame. Hier, M. Arruda, vous disiez qu'on était encore dans une transmission de première génération. Est-ce que ça a changé depuis 24 heures? Est-ce qu'il y a au Québec des endroits ou un endroit où il y a de la transmission de deuxième génération en ce moment? On est en train d'enquêter des situations actuellement, puis je veux vous dire une chose qui est importante. Et oui, il est possible qu'à un certain endroit, on soit déjà à une deuxième génération. Est-ce qu'on est à une deuxième génération qu'on peut camper et arrêter dans ce coin-là? C'est pas tout le Québec qui est en deuxième génération. Parce que quand vous regardez des courbes aussi dans le monde, vous voyez la courbe d'un pays. OK? Quand on regarde la courbe d'un pays, c'est très différent de la courbe qu'on fait au Québec, qui est une province, même si on est une nation. C'est une province qui a des caractéristiques, puis on fait l'analyse personne, temps, lieu. La situation dans une zone géographique peut être différente. On peut être à seulement des cas qui sont arrivés par des voyages, puis il n'y a pas eu d'autres cas ailleurs, puis ça va rester 100 générations. Puis on va vous le dire, quand est-ce qu'on change de stade? Mais à ce stade-ci, qu'on soit à 1, à 2 ou à 3 même à des niveaux régionaux, je veux dire, ou demain ou après-demain, là, les mesures qu'on met en place demeurent les mêmes. Puis je peux vous dire, les gens ont pensent que la fermeture des frontières, c'est quelque chose de perméable. Vous pourrez voir certains graphiques qui ont été faits. Là. La chose la plus importante, ce n'est pas nécessairement d'isoler une ville. Je ne dis pas qu'on n'arrivera pas à ça. C'est que les gens restent chez eux. Parce que, il y a toujours du monde qui peut se déplacer, mais si vous êtes en contact avec cette personne-là, vous allez pouvoir faire la maladie. Si vous demeurez le plus souvent possible chez vous, vous évitez les lieux, c'est ça qui est très important. Pour ce qui est des autres décisions qui auront à être prises par le premier ministre et après consultation des experts sur l'isolement, parce que là, on va voir des situations locales arriver, puis ça va inquiéter les gens, et c'est tout à fait légitime. Les maires, les gens vont mais il faut faire une analyse épidémiologique soutenue. On a plein de gens qui regardent les données d'heure en heure. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour, Madame, Messieurs. Vous avez parlé tout à l'heure des équipements, Monsieur Legault. On a cru comprendre qu'un des équipements névralgiques, ce serait le fameux respirateur. Vous avez dit que vous êtes renseigné donc auprès de fournisseurs éventuels locaux. On en a combien? Il en faudrait combien pour le pic? Est-ce qu'on doit en commander dans la réserve fédérale? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Bon, je pense qu'il faut être prudent avec les chiffres parce que, il y a des masques, des respirateurs à beaucoup d'endroits dans le réseau, même dans certaines villes comme Montréal. On a des commandes qui sont en cours, il y a des commandes qui sont confirmées, il y a des commandes qui sont en suspens, qui sont aussi, dans certains cas, contrôlées par Ottawa, qui redistribuent aux différentes provinces. Donc, on regarde avec des scénarios. Comme je disais tantôt, pour le court terme, il n'y a pas de problème. Dans 2-3 semaines, bien là, ça dépend des scénarios qu'on envisage. Puis là, on ne veut rien exclure. On veut regarder les scénarios les plus pessimistes. Puis pour ces scénarios plus pessimistes, bien, on n'exclut pas d'en faire fabriquer. On parle avec le gouvernement fédéral, on parle avec le gouvernement de l'Ontario. Il y a des entreprises déjà qui nous offrent leur collaboration, des entreprises qu'on a sollicitées. Mais les masques, les respirateurs, c'est certain là, que tout le monde dans le monde va en chercher. Donc, il faut suivre aussi ce qui se passe à New York, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe. Donc, ça évolue très rapidement. Mais pour l'instant, moi, je veux rassurer tout le monde, là, à court terme, il n'y a pas de besoin d'équipement. Olivier Bossé, Le Soleil. J'aimerais ça que vous me parliez plus précisément de l'Estrie, qui a peut-être 5 de la province, mais je ne sais pas, 20 des cas. Et est-ce qu'il y a des mesures particulières plus fortes qui sont envisagées pour cette région-là?
Pour la région de l'Estrie, les mesures sont celles qu'on ferait n'importe où si on aurait ce genre de situation-là. L'Estrie, c'est un petit volume, effectivement, il y a plusieurs cas. Là, il faut comprendre d'où ils viennent, ces cas-là. Comment ils se sont générés. C'est ça. C'est associé à des facteurs, probablement, suite à la relâche. Les gens ont peut-être eu, certaines personnes, des contacts. Il y a une analyse qui est faite actuellement. Et ce que je veux que vous reteniez, là, c'est que toutes les mesures qui vont être prises, à la fois dans le système de soins, à la fois en termes communautaires dans cette région-là, vont être prises. Là, c'est la grande... Disons que c'est l'Estrie, là, où il y a quelque chose, on la regarde. OK? Si une chose qui arrive à une autre place, et le Québec n'est pas tout au même niveau, là. Et ça, c'est important. Puis je vais répéter aussi une autre chose. On va parler moins de voyageurs maintenant que d'autres, mais les baby boomers qui reviennent, là, les mesures de 14 jours en isolement, c'est très important. Je ne veux pas faire une analyse ici détaillée de la chose de l'Estrie, mais ce que je veux passer comme message, c'est que les équipes de santé publique sont en train de faire ce qu'on recommande comme étant les plus hauts standards. Il y a peut-être des gens qui vont me dire pourquoi on n'isole pas l'Estrie ou on ne ferme pas l'intérieur de la... On a dit un principe général, éviter les voyages non essentiels d'une région à une autre. Okay? Mais pour en arriver à une décision de bloquer complètement et d'isoler l'Estrie, il faut avoir les bons critères et une bonne analyse. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Moi, je veux qu'on base nos choses sur ce qu'on a, pas non plus sur les rumeurs. Des fois, c'est pour ça que les enquêtes se font. C'est sûr que vous êtes très réactifs comme média, les gens en parlent, etc., mais il faut regarder tous les cas, faire des dessins, des schémas pour être capable de le faire. Et ça se fait là, en continu, jour et nuit, pour prendre une décision en temps opportun. Mais pour le moment, là, si jamais demain on décidait autre chose, on va vous le dire. On va le faire. Peut-être même qu'on va le faire avant même de l'annoncer en point de presse si c'est nécessaire. Mais pour le moment, c'est encore analysé de façon détaillée. Les petits foyers qui peuvent être gros selon vous, là, parce qu'on les voit gros parce que c'est grande B, mais si vous les placez dans une perspective québécoise, c'est encore petit, mais on ne le néglige pas. C'est pour ça qu'il y a un directeur de santé publique dans chacune des régions avec une équipe qui me donne de l'information. Mais moi, cette information-là, il faut qu'elle soit validée. Elle ne peut pas venir de ce que j'ai vu dans la revue de presse. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Combien de personnes parmi celles qui sont hospitalisées se retrouvent aux soins intensifs? Et Monsieur le Premier ministre, vous parlez beaucoup des scénarios pessimistes et tout ça, mais ça fait déjà quand même un certain nombre de jours que la crise perdure. Donc, on voit, il y a certaines rythmes de croisière. Plus réalistement, parce que les gens à la maison se posent toutes sortes de questions. Là. Quelle part de la population pourrait être infectée d'ici l'été? Là, Écoutez, c'est très difficile là, parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, puis même, je dirais, quand on regarde juste les États américains, ça fluctue beaucoup d'un État à l'autre. La chance qu'on a, c'est qu'on a agi plus vite que les autres. Donc, ça devrait nous permettre d'avoir une courbe qui est moins prononcée. Mais écoutez, là, si on consulte 5 experts, ils vont avoir 5 chiffres différents probablement. Là. Donc, c'est très difficile. Mais je veux peut-être ajouter une chose sur ce qui a été dit par le docteur Arruda, là, parce que je veux pas qu'il y ait de fausses rumeurs. Là. Il n'est pas question, puis j'ai posé la question, il n'est pas question de fermer la région de l'Estrie, il n'est pas question de fermer la région de Montréal. Donc, ça, c'est toutes des fausses rumeurs. C'est important de le dire, ça. Ça, aux soins intensifs. Il nous reste un peu de temps pour une deuxième ronde de questions. 6 sur les 10 qui sont aux soins intensifs. Il nous reste un peu de temps pour une deuxième ronde de questions. Je sais que vous en avez pour vos collègues ou peut-être pour vous-même. On va retourner à Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Est-ce que vous envisagez de faire en sorte que les quarantaines soient prolongées pour les gens qui reviennent de l'étranger et qui auraient des symptômes à plus que 14 jours? C'est-à-dire que si quelqu'un est revenu de l'extérieur et qui est placé en quarantaine pour 14 jours, après 14 jours, le risque en lien avec le voyage, il est éliminé. OK? Parce que d'ailleurs, la majorité des gens développent des symptômes avant ça, mais pour être correct, il faut attendre 14 jours. Mais cette personne-là ne devrait pas commencer à se promener partout, à gauche et à droite, à faire des rassemblements, puis à faire des soupers chez elle. Parce que le risque n'est plus seulement à l'extérieur, il est ici. Fait que dans les faits, le 14 jours, en revenant de voyage, il est obligatoire. Donc, on devrait le respecter. Ça, c'est vraiment majeur. Puis vous ne devriez pas rester en contact avec quelqu'un qui est pas... Disons là, que la personne va, vous dites, tu reviens de voyage, attends, etc. Après, ça va être les mêmes consignes qu'on va dire aux autres Québécois qui n'ont pas voyagé. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, rebonjour.
On parlait des cas de première, deuxième, troisième génération tout à l'heure. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui se sont exprimées là, depuis l'annonce de ce décès dans la région de Lanaudière, autour de la résidence où vivait cette dame. Même chose à Côte-Saint-Luc, là, où on a appris qu'il y avait aussi un cas dans une résidence pour personnes âgées. Est-ce qu'on est en présence, là ou ailleurs, de foyers d'éclosion à proprement parler? C'est-à-dire qu'on a des cas, on commence à voir ce qu'on appelle... Là, c'est toute la question de l'image. Disons qu'on a un cas dans un centre d'accueil, puis qu'il n'y a pas d'autres cas secondaires, on a eu un cas. Un cas, il y a eu 3-4 personnes, on a une petite éclosion dans ce cas-là. Puis j'aimerais parler des courbes, OK? C'est sûr que quand on regarde la courbe du Québec, qui correspond à 8 millions de personnes, on va voir, à cause de la hauteur, de la quantité qu'on va mettre, on ne met pas ça dans un graphique qui écrase la courbe, là, tu sais. Mais si on compare la courbe du Québec aux courbes des autres mondes, dans l'autre monde, vous voyez des grandes augmentations comme ça, là. Même si on a, nous, une augmentation comme ça, par rapport à la courbe qui est ailleurs, on est encore dans la petite base. Parce que, c'est ça que je veux que vous compreniez, la courbe d'un pays, puis la courbe d'une province, c'est la sommation des courbes qu'on a ailleurs dans les petites provinces. Ce que je veux juste vous illustrer, c'est que c'est sûr qu'on va voir, hey, ça monte, on en a 12, mais déjà, puis je ne veux pas parler trop à l'avance, on remarque que c'est en train de monter un peu moins vite que ça remontait, même si on a augmenté le nombre de tests, etc. Fait que c'est tout ça qu'on regarde. Fait que nous, on agit en amont, en anticipant beaucoup, là. Mais actuellement, là, ce qu'on veut, c'est aplatir la courbe, donc on a besoin de vous autres, s'assurer qu'on a les soins prêts 1, 2, 3 semaines à l'avance pour ne pas être pris à recours, puis planifier déjà, si jamais on aurait un scénario plus sévère, d'avoir du matériel supplémentaire. Mais en date d'aujourd'hui, on est en capacité à la fois de faire les enquêtes puis de faire ça. On surveille ça au jour, le jour. Et maintenant, je vais vous le dire d'heure en heure pour ne pas dire encore de travail. Et c'est pour ça qu'on va tenir des points de presse souvent. Puis peut-être qu'un jour, on va se mettre à agir, puis on va aussi faire un autre point de presse pour annoncer quelque chose. Mais la situation est sous contrôle. Je veux rappeler ce que vous devez faire. Lavez-vous les mains. Si vous êtes malade, allez pas à l'extérieur. Pratiquez l'étiquette respiratoire et écoutez-nous. C'est ce que vous pouvez faire. Tombez pas en panique. Faites-le adéquatement. Faites de la distanciation sociale physique, mais restez connectés entre vous par les réseaux sociaux. Et les activités qui sont mises en place vont vous aider à mieux vivre cet élément-là. Question courte, réponse courte, si possible. Alain Laforêt, TVA. Oui, parlons d'espoir. Il y a des médicaments qui sont actuellement testés dans le monde. Claretra, c'est pas disponible. Ça a servi au SRAS, on ne sait pas trop. Rendevicine, je pense que je le prononce bien, qui est testé aux USA. Et la chloroquine qu'on a actuellement au Québec et qu'on pourrait tester beaucoup plus rapidement. Il semble que les tests en France fonctionnent très bien. Pourquoi on n'accélère pas, justement, les essais sur ce médicament-là? Bien, si vous me permettez, notre Institut national a fait la revue de littérature très, très précise par rapport à ça. Les cliniciens vont avoir des guidelines, il y a des études qui se font ailleurs, mais aussi avec des chercheurs canadiens par rapport à différents antiviraux. Là. On n'est pas en arrière de la parade. La chloroquine est rapportée comme étant très efficace dans certaines situations, mais elle ne peut pas être donnée à n'importe qui. Ce n'est pas un médicament spécifique comme tel. Mais je veux juste que vous sachiez que nos meilleurs experts qui font notre protocole de médicaments, puis on est en train de travailler aussi dans le domaine de la recherche, on ne sort pas en arrière chez nous par rapport à l'utilisation de ces médicaments-là. Il faut faire attention à ce qui est publié des fois avec des sources. Nous, on veut avoir par rapport à la donnée probante. La chloroquine va être utilisée dans certains cas très sévères, mais la chloroquine n'est pas nécessairement efficace dans un certain niveau de maladie. Et c'est là qu'il faut regarder l'information, dans le milliard d'informations, celle qui est associée aux sources crédibles d'enquête. Et on a des contacts, il y a des chercheurs canadiens qui sont ailleurs. C'est très important. Et le médicament, ça va probablement, espérons-le, arriver avant le vaccin. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, on reçoit des messages de gens inquiets dont les parents vivent en CHSLD, puis apparemment, l'habitude de manger ensemble à la cafétéria perdure. Il ne faudrait pas resserrer les façons de faire dans certaines résidences pour personnes âgées. J'ai dit CHSLD,
c'est pas spécifiquement. Je parle de résidence pour personnes âgées. Oui, oui. 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 Alors, écoutez, moi, je suis en contact avec Mme Blais, Marguerite Blais, puis on sait que c'est un gros changement. On le sait. Alors, là, vraiment, on a des gens sur le terrain. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, qui ont compris. D'ailleurs, moi, j'entendais qu'à certains endroits, les corridors sont vides. Mais il y a peut-être, justement, certains endroits où c'est peut-être pas complètement compris, on va le dire comme ça. Alors, on va faire des vérifications. C'est vraiment important de ne pas aller en grand rassemblement dans la salle à manger, là. Alors, on va faire des vérifications. Moi, je parle très souvent à Mme Blais et l'équipe là, du ministère va faire toutes les vérifications de ces situations-là. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Madame McCann, on me signale, entre autres dans certains hôpitaux de Montréal, que les stationnements les hôpitaux continuent à facturer pour le stationnement. Là. Puis il y a des gens du système de santé, entre autres au CUJUM, qui me disent peut-être que la meilleure façon d'éviter que les gens prennent le transport en commun, ce serait de mettre les stationnements gratuits. Bien, écoutez, c'est sûr que ça arrivait fin juin, hein? On l'avait dit, d'ici fin juin. Puis d'ailleurs, on devait commencer certains stationnements parce que c'était plus réalisable, là, parce qu'on ne pouvait pas toutes les faire en même temps à la fin juin. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était pour la population. Bien, écoutez, on va regarder ça. C'est pas quelque chose qui était prévu, hein, à la fin juin. On avait fait tout le montage. Mais on va regarder ce qu'on peut faire. C'est ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Là, on va l'analyser. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Dites-moi, hier, Dr Arruda, vous avez parlé on est prêt à prendre des mesures de guerre. Là, ça a eu une certaine résonance. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont actuellement faites avec l'armée canadienne, par exemple, ou est-ce qu'ils sont prêts à intervenir? Est-ce qu'il y a un préavis qu'on doit leur donner? Quelles sont les procédures, au fait? Je veux juste clarifier peut-être les choses. On m'a demandé si on pouvait aller jusque-là. J'ai dit, comme je ne peux pas prévoir l'avenir, on pourrait aller jusque-là, mais on n'en est vraiment pas là. OK? On n'en est vraiment pas là. Mais dans des situations, par exemple, où on n'est pas là parce qu'on a préparé notre population. Imaginez-vous là qu'on aurait attendu que les gens, on aurait annoncé toute une série de patentes du jour au lendemain, OK? Puis que le monde n'aurait pas compris le sens de ce qu'on est en train de faire, puis que là, il y a des émeutes qui s'installent, nos policiers sont plus capables de contrôler, les gens sortent dans la rue pour manifester. C'est dans ces situations-là qu'on utilise les mesures de guerre. Mais on n'est pas là. On est en prévention. On est hyper en prévention, puis ce que je veux vous dire, on est tellement... Ici, là, c'est rare, là. C'est le traitement qui souvent lâche cause, mais la prévention, c'est toujours la meilleure chose à faire. Puis ici, là, si on ne fait pas la prévention, on va avoir des problèmes avec le traitement parce qu'il n'y en a pas de traitement, puis il n'y en a pas de vaccin, puis on peut avoir des courbes élevées. Rapidement, donc, ce que Olivier... j'ai dit, c'est vraiment dans une perspective de question de scénario. C'est-tu possible? Oui, mais jamais. On est vraiment, vraiment très loin de ça. Merci. Rapidement, Olivier Bossé, Le Soleil. Les employés des SAQ demandent que ça ferme. Est-ce que ça va se faire? Bien, pour l'instant, les magasins restent ouverts, là, la SAQ comme les autres magasins. Okay. Dernière question, Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. Il y a plusieurs travailleurs de l'État qui nous écrivent pour dire que ça tarde complètement le télétravail. Puis on a vu qu'il y a au moins dans 2 édifices gouvernementaux des employés qui ont été testés positifs là, à la COVID-19. Monsieur Legault, êtes-vous déçu de la réponse qui a été faite par les ministères et organismes à votre appel à favoriser au plus grand nombre le télétravail? Non. Écoutez, j'en ai discuté encore avec Christian Dubé, puis Éric Kerr travaille là-dessus. Il faut s'assurer, évidemment, de protéger les données des Québécois. Donc, est-ce que dans 5 ans, on serait plus avancé pour être capable de travailler davantage à la maison? Certainement. Donc, on essaie de faire le maximum de ce qu'on est capable de faire tout en protégeant les données. Et moi, je pense que la réponse est très bonne. Il y en a beaucoup qui travaillent à la maison actuellement. Merci. Maintenant, en anglais, Phil Autier, Montreal Gazette. Bonjour. Je pense que la communauté anglophone apprécie les quelques mots que vous avez prononcés en anglais dans votre déclaration d'ouverture, surtout dans un contexte de crise. Nous voyons, et le Dr Arruda parlait des foyers d'éclosion, nous voyons qu'il y a des endroits où le virus émerge. Nous avons une situation à Côte-Saint-Luc en particulier,
Alors, on a fermé donc le centre Cavendish. Je pense qu'il y a eu un rassemblement dans une synagogue en particulier. Comment est-ce que vous ciblez ou est-ce que vous avez différentes tactiques? Est-ce que vos travailleurs ont différentes tactiques pour traiter des zones particulières comme celle-là, ou est-ce qu'il est possible que vous deviez commencer à fermer les magasins, peut-être? Bon, M. Laforêt a parlé de Grand Bay, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose dans une zone où vous verrez des chiffres plus élevés? Le plus important, c'est d'avoir un bon diagnostic de la situation et pas seulement des rumeurs. Il faut comprendre ce qui se passe vraiment. Et c'est vrai que ça pourrait s'appuyer, mais toujours selon la même approche, le même protocole. Ça peut s'appliquer différemment d'une région à l'autre. Si vous avez donc ces endroits qui peuvent sembler énormes si vous êtes à Grand Bay, mais si vous comparez cela à partir de Québec, c'est autre chose. Si vous voyez ça à l'échelle du Canada, c'est minime. Mais nous allons certainement analyser chaque chose et comme je vous dis toujours, c'est les personnes, le temps et l'endroit. S'il y a un endroit donné, nous arrivons à un niveau où il faut faire autre chose, nous allons le faire, mais ça ne signifie pas que Montréal, Grand Bay, l'Estrie, la Gaspésie ou Chicoutimi vont être traités de la même façon au même moment. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait différentes façons de réagir. Mais si la même chose se passe partout, c'est qu'on arrive à un niveau de crise uniforme. Une question du Globe and Mail. Est-ce que les femmes enceintes, en particulier celles qui travaillent dans le monde de la santé, devraient être renvoyées à la maison par précaution? Ça, c'est géré en fonction de l'épidémiologie. Nous voulons protéger la femme, l'enfant, et il y a toujours des mesures adaptées à ces personnes. C'est des choses qui sont prises en compte selon les recommandations que nous avons. Mais comme il n'y avait pas encore de circulation de la maladie à l'époque, mais il y a des gens donc qui n'étaient pas dans des hôpitaux où il y avait des cas, mais si la situation évolue, nous allons prendre d'autres mesures. Vous avez parlé de Côte-Saint-Luc. Si le maire de Côte-Saint-Luc veut mettre sa ville en quarantaine, qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Bon, écoutez, d'abord, je veux avoir un bon diagnostic. Je veux que la direction de la santé publique me donne l'information juste. Qu'est-ce qui se fait? Quel est le type d'intervention qui est possible? Et ça sera discuté ici, au niveau central. Je pense que ce serait dangereux pour les maires de prendre ces décisions sans nous consulter. Pourquoi? Parce que c'est important de ne pas penser seulement à votre ville, mais d'être conscient de ce qui se passe autour. Et très souvent, les choses évoluent très rapidement. Il y a des rumeurs qui se mêlent à l'information. Et en fait, de mon point de vue, en tout cas, et M. le Premier ministre pourra décider autre chose, mais pour l'instant, ce serait une situation exceptionnelle. Enfin, même pas qu'on n'ait jamais vu ça au niveau mondial. Et ce n'est pas une décision que quelqu'un prend dans son coin tout seul, parce que je risque fort bien de ne pas avoir toutes les données voulues pour prendre la décision adéquate. Est-ce que vous envisagez d'ajouter un autre type d'auto-évaluation en ligne pour aider les gens à savoir s'ils peuvent demander des tests? Oui, c'est un outil que nous sommes en train de développer et ça va certainement accroître le volume, le nombre de personnes que nous pourrons référer au centre de prélèvement. Et ça, pour l'instant, nous avons déjà un bon processus de triage. Nous sommes en train de travailler à cet outil d'auto-évaluation et très bientôt, nous allons pouvoir vous confirmer que ce sera utilisé. Nous sommes en train de tester cet outil et ça fonctionne déjà très bien. Pour M. Legault, la semaine dernière, il y a eu un reportage disant que vous et la vice-première ministre ne travaillez pas donc trop proches l'un de l'autre pour vous protéger l'un et l'autre. Et alors, vous travaillez très fort. Comment allez-vous?
Je suis en bonne forme, je ne vois pas de problème, mais je pense que c'est simplement un comportement responsable, oui. C'est pour cela que nous avons décidé que si jamais quelque chose m'arrivait, bien, nous voulons que Mme Guilbeault puisse me remplacer. Et nous faisons aussi la même chose avec le Dr Arruda pour Daniel, pour les personnes clés. Il est important d'avoir quelqu'un qui puisse prendre la relève. Mais je vous assure que je me sens très bien. Monsieur le Premier ministre Legault, vous avez dit hier que vous voulez que les Québécois évitent tous les voyages non essentiels d'une région à l'autre au Québec. Alors, évidemment, c'est bientôt le week-end, donc les enfants veulent aller voir leurs parents. Non, je répète, ne faites pas de voyages interrégionaux. C'est important aujourd'hui. Et vous voyez les chiffres. Les chiffres ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Mais même si vous allez dans la pire des situations, donc c'est quand même pas une situation où on doit enclore la région, mais la situation peut évoluer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Il faut donc être prudent et il faut limiter les déplacements. Alors, j'ai un de mes fils qui a son anniversaire dimanche et malheureusement, je ne pourrai pas aller le voir. Il est à Montréal, je suis à Québec. Bon, mais c'est la vie, c'est comme ça. Merci pour votre collaboration. Alors, c'est la vie, a dit M. Legault. C'est la fête de mon enfant en fin de semaine. Je n'irai pas à son anniversaire à Montréal. C'est comme ça, on doit faire des sacrifices. Mesdames